Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous donc, cet après-midi sur ces enjeux de souveraineté. Alors c'est un terme que l'on emploie beaucoup dans l'actualité. On va revenir plus précisément sur la conciliation entre la performance et l'intégrité du patrimoine informationnel. Évidemment, vous l'avez vu, la transformation numérique s'accélère considérablement. Nous sommes tous concernés dans les institutions, dans les entreprises. Et donc, cela pose un certain nombre de sujets quant à la protection aussi de nos données, les enjeux de souveraineté. Il est question à la fois de Made in France, mais c'est aussi un sujet qui se porte au niveau européen. Et là, on voit effectivement beaucoup d'actions qui sont tournées vers des entreprises qui sont extra-européennes. Alors, l'idée de la session d'aujourd'hui n'est évidemment pas de faire un procès d'intention, mais plutôt de voir quels sont les risques inhérents à ces démarches qui sont aujourd'hui engagées, puisqu'il y a des risques, on va y revenir, technologiques, mais aussi juridiques, éthiques. Et ça, ce sont évidemment des points sur lesquels on va revenir. Les choix que nous faisons aujourd'hui vont clairement nous amener sur la voie du futur. Et donc, ces choix sont absolument stratégiques. Et donc, il est essentiel de pouvoir en débattre. Et c'est l'objet de cette session où nous accueillons donc Garance Mathias à mes côtés, avocate chez Mathias Avocat. Merci Garance d'être avec nous, toujours fidèle de RFIT et des assises, donc toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés. À vos côtés, Mona Traïka, merci d'être avec nous, donc conseillère territoriale développement numérique donc de Pleine Commune Grand Paris. Vous êtes également conseillère municipale déléguée Smart City Innovation Digitale d'Épinay-sur-Seine, vice-présidente numérique du GIP Maximilien et de la mission Écoterre. Donc beaucoup de missions très engagées sur les territoires, ces fameux territoires de confiance au cœur desquels la donnée est absolument essentielle. Et puis Paul-Olivier Gibert, donc président de Digital Ethics, qui est aussi un fidèle de ces événements. Merci à tous les trois. On va revenir donc sur ces sujets. Peut-être, Mona, débuter avec vous sur la vision de l'élu. L'élu des territoires, que vous êtes engagé sur cette économie de la donnée aussi, sur le développement économique, la protection, associer l'ensemble. Quelle est votre vision aujourd'hui de cet enjeu de souveraineté ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, la souveraineté, on en parle un petit peu beaucoup, je dirais, et on y associe, je parle souvent d'indexicalité du sens du mot, c'est-à-dire que chacun y prête, en tout cas, un périmètre ou lui donne un sens différent. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de prisme, en tout cas, à mon niveau d'élu. La souveraineté, c'est un sujet qui est à la fois stratégique, mais qui est un enjeu local, départemental, régional, national et, comme vous le disiez si justement, européen. C'est notre capacité, alors pour les habitants, il y a un prisme qui est souvent oublié, c'est pour les habitants. Aujourd'hui, on est face à des véritables enjeux d'identité numérique, de comment on construit, certains appellent ça le cyberespace, comment on construit cette vie dans un monde différent et dans un monde numérique. On le voit bien par les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est un prisme aussi qui est important, et comment on peut collectivement et individuellement impacter, je dirais, cette souveraineté et cette maîtrise. Je parle souvent de maîtrise du destin collectif numérique qui passe par nos actions individuelles et qui passe par des actions d'éducation, des actions de sensibilisation, d'acculturation, mais aussi de passer, je dirais, dans l'ère du faire quelque part. La souveraineté, après, quand on prend le prisme d'acteurs des écosystèmes numériques, parce que vous l'avez dit, je suis vice-présidente effectivement de France Territoire Numérique, mission Écoterre, qui est une association qui fédère l'ensemble des collectivités au niveau national, qui est présidée par M. Christian Estrosi. Et notre idée, c'est de rapprocher à la fois l'innovation, les acteurs de l'innovation, avec des problématiques du service public et qui a d'autres enjeux et d'autres missions. Le terme souveraineté est arrivé, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais on a tous connu un petit peu l'histoire de Snowden avec tout le scandale qu'on a pu avoir, avec des scandales aussi avec Analytica pour Facebook, Snowden qui a dévoilé un petit peu au monde le sujet de la donnée. On a identifié effectivement depuis 2014, moi je suis élue depuis 2014 sur les sujets du numérique, on a identifié depuis 2014 que la donnée était au cœur de tous ces enjeux-là, de notre capacité à maîtriser et donner du sens à la donnée qu'on partageait ou à la donnée
qu'on révélait parfois même dans nos usages quotidiens professionnels ou personnels. Donc on a des vrais sujets de souveraineté numérique qui sont comment on peut maîtriser ces aspects-là, mais aussi le fait de se dire qu'on a des enjeux qui sont, je dirais même, qui vont jusqu'à la géopolitique. Aujourd'hui, on essaie d'opposer. Je regardais les revues de presse. Enfin, comme tout le monde, je regarde un petit peu quand on est dans l'innovation. On est toujours à l'affût des informations, des articles, etc. Et ne serait-ce que le wording qui est utilisé, on a l'impression que c'est deux mondes qui se confrontent. Je fais partie des personnes qui se disent que aujourd'hui, les GAFAM, les BATX, la Chine, les États-Unis, on n'est pas en opposition. On a des enjeux de souveraineté qui sont de dire, on parle beaucoup de cybersécurité, de cybermalveillance, d'un univers qu'on essaye de maîtriser sans vraiment en oubliant que quand même tout ça, ça a été créé par une ambition humaine et qu'on devrait être capable de pouvoir maîtriser notre destin collectif numérique. Et donc là, l'idée, c'est de se dire comment on peut anticiper, fédérer, réguler des systèmes d'information qui permettent de garder cette maîtrise-là, qui touchent toutes les libertés fondamentales, que ce soit des libertés d'expression. On voit bien qu'il y a des systèmes qui censurent les origines du monde. On a des intelligences artificielles qui créent des comportements avec des jeux de données qui ne sont pas très bienveillants. On a des mouvements sociaux qui ont été créés, je pense au Twitter MeToo, mais pas que, je pense à tout ce qui est autour de la gestion des fake news, de la désinformation. Donc on a ces aspects sociétaux de la souveraineté, puis on a les aspects économiques. Et là, on va retrouver effectivement les GAFA, les BATX, et comment on peut collectivement créer de la valeur et de l'innovation qui nous permettent, à l'échelle européenne, en tout cas dans notre périmètre et dans notre champ d'action, de pouvoir protéger les innovateurs. Et c'est ce qu'on fait notamment avec le pôle systématique, où je suis aussi vice-présidente de l'enjeu transformation numérique des territoires, où on travaille avec les acteurs des écosystèmes innovants numériques pour créer des solutions. On se positionne, c'est Steve Jobs qui l'a dit, être innovateur et non followers. L'idée, c'est d'innover et de ne pas être en concurrence avec les GAFAM et les BATX. Je pense qu'on a un champ, en tout cas aujourd'hui, de la donnée territoriale, pour revenir à mon rôle d'élu. La donnée territoriale, c'est un champ qui n'est pas encore investi par les Google, les GAFAM, etc. Parce que vous en parlerez certainement mieux que moi, côté juridique, on a encore des choses à écrire, en tout cas sur le respect de la donnée territoriale. Et ce champ-là, on a, je le dis d'ailleurs souvent, les prochaines licornes made in France, qu'on espère garder en France pour qu'elles puissent créer de la valeur et se développer, se baseront certainement sur cette partie de données. J'étais récemment avec Google en débat. L'idée, c'est vraiment pas de s'opposer, c'est pas de vouloir faire un nouveau Google. On a bien vu qu'il y avait des expériences qui avaient été malheureuses. L'idée, c'est pas de faire un nouveau service copier-coller des GAFAM ou des BATX, mais c'est vraiment de construire ensemble ce fameux monde de demain, qui est déjà le monde d'aujourd'hui. La crise du Covid, passant par là, on s'aperçoit que le monde de demain, on le vit quand même au quotidien, que ce soit les DSI, les métiers. On a une force vive d'innovation. Ça a un petit peu aussi beaucoup libéré la créativité. Et ça a permis aussi à toutes et tous de s'emparer du sujet de souveraineté. Alors, taxe GAFA, pas taxe GAFA, je crois qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, on a la chance, que ce soit avec le RGPD, d'avoir eu un message très très fort sur une volonté européenne de protéger les données personnelles. Je pense qu'il faut le prendre comme une première grande étape. La taxe GAFA est là aussi pour dire, je prends souvent les réunions avec plus de 50 personnes, vous essayez de mettre en accord 50 personnes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés. Donc, il faut quand même dire qu'il y a une grande étape avec cette taxe GAFA qui est de dire qu'il y a un grand message diplomatique de cet éveil de conscience, et ce qui permet aussi aux politiques de prendre conscience du sujet et de le nommer et puis d'y mettre des actions. Quand on voit qu'il y a des pays comme le Danemark qui ont créé des ambassadeurs à la Silicon Valley, on est quand même en droit de se dire qu'il se passe des choses et qu'on a toutes les capacités à défendre fièrement notre souveraineté. On a des chercheurs, des scientifiques qui sont excellents. Je cite souvent Paris Saclay, que je connais bien, mais
toutes les grandes universités françaises c'est des universités d'excellence à l'international. On s'aperçoit d'ailleurs que nos talents sont beaucoup demandés à l'international, autour de l'intelligence artificielle notamment. On a des acteurs économiques, des écosystèmes numériques qui sont brillants et qui ont cette volonté-là. Donc je crois que tous ensemble, dans un partenariat public, privé, universitaire, population, on sera à même de protéger notre souveraineté numérique. Merci Mona. Effectivement, l'ambassadeur du numérique du Danemark à la Silicon Valley, qui a d'ailleurs été recruté aujourd'hui vice-président de Microsoft. Donc on voit qu'effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez parlé, Mona, des enjeux notamment juridiques, et c'est un des points clés peut-être, Garance, compte tenu de votre expertise du sujet. Comment vous les identifiez aujourd'hui, ces enjeux juridiques, autour de cet enjeu lui-même de souveraineté et de protection de notre patrimoine informationnel ? Oui, alors déjà, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité, de participer à cette thématique, effectivement, qui est passionnante. Passionnante déjà parce qu'il n'y a pas de définition juridique. Donc pour un avocat, c'est effectivement, on va dire, ça permet de repenser la notion et ça permet de voir avec vous quels sont les différents axes pour construire, on va dire, l'ancrage juridique. Donc, notion, souveraineté numérique. Souveraineté, on connaît cette définition en droit public depuis effectivement très longtemps. Donc c'est un concept, la souveraineté, qui renvoie à la notion d'État. À la notion d'État, à la notion effectivement de population, à la notion effectivement de maîtrise. Vous avez employé le mot maîtrise, mais c'est effectivement la souveraineté va être la maîtrise d'une nation par rapport à son territoire et par rapport à une population donnée. Et cette nation étant indépendante, libre et démocratique. Ça, c'est vraiment le concept essentiel en droit public depuis des années. Ce qui renvoie maintenant à la souveraineté numérique, c'est pas un concept nouveau en tant que tel. Ça fait une vingtaine d'années qu'on parle, au minimum 20 ans qu'on parle de souveraineté numérique. Et là, depuis effectivement quelques années, ça devient effectivement un mot-clé. Qu'est-ce que recouvre ce mot-clé ? C'est-à-dire un mot-clé qui va mettre en exergue le fait que nos sociétés dépendent de technologies et dépendent de plus en plus de ces technologies. Un exemple, ça va être l'intelligence artificielle. On voit effectivement nos besoins effectivement liés à l'intelligence artificielle, liés aussi au fait de comment on construit des mécanismes d'intelligence artificielle à l'aide de données à caractère personnel ou non. Voilà, donc on va revenir effectivement sur les enjeux liés à la donnée à caractère personnel, mais le mot-clé lié à cette souveraineté, on va dire, accolé au terme numérique, c'est le mot-clé, c'est la maîtrise. Maîtrise renvoie à un principe de gouvernance. Gouvernance, donc j'ai pris l'exemple au début avec l'État, donc on voit effectivement l'État qui gouverne, et quelle est la mission fondamentale de l'État envers ses citoyens ? C'est l'ordre public. C'est-à-dire que l'État va nous donner un cadre, soit de direction, ordre public de direction, effectivement, ou ordre public de protection. Ça veut dire aussi, protection veut dire ne pas faire, des interdits, poser des limites. Donc, effectivement, cette maîtrise avec ce besoin, effectivement, d'organiser ce contrôle, au sens, effectivement, de capacité à agir, va être aussi de protéger, nous, les citoyens, par rapport à des usages, effectivement, de ces technologies, des usages qui peuvent être économiques, des usages qui peuvent être effectivement liés à la société, à l'approche, qui pourraient être néfastes. Alors, c'est là où le curseur, où on met le curseur, c'est la loi. La loi, elle est effectivement votée par le Parlement, donc ça va être ces niveaux aussi d'ordre public. Actuellement, il y a des missions parlementaires, actuellement, il y a de nombreux débats autour de la souveraineté numérique, mais il n'y a pas de loi. Alors la question, si on pose effectivement ouvertement, c'est qu'il y a plusieurs cercles, comme on l'a vu là au cours de nos plusieurs échanges. Il y a le cercle national, franco-français. Il y a le cercle, on va dire, européen. Vous voyez bien, et là, on va se reporter, par exemple, aux travaux de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle, aux missions, on va dire, extrêmement larges, où là, on a une volonté, comme on l'a mis en exergue avec le RGPD, mais d'autres textes, pas spécialement uniquement et seulement en protection des données, mais on peut prendre le biais du droit de la concurrence sur la valorisation des actifs informationnels, tout court. Donc un cercle effectivement lié à l'Union européenne, un cercle international, là-dessus qui peut être intéressant. Et là on voit énormément d'initiatives qui ont eu lieu aussi depuis quelques années avec des conventions internationales qui posent des principes de gouvernance fondamentale dans le domaine de la souveraineté numérique avec des accords.
Donc, des choses effectivement qui existent, qui sont une réalité. Donc, ce besoin de protection, d'action, on va l'avoir aux 3 niveaux. Effectivement, au niveau étatique, niveau européen, on la voit déjà se dessiner, et niveau international, où là, on a plus des principes de diplomatie, de conférence, mais qui ancrent effectivement dans les valeurs. Parce que ça va être effectivement, à mon sens, une valeur. Donc, une approche juridique qui se construit, qui est loin d'être aboutie, bien entendu, mais qui se construit, et qui repose sur des fondamentaux d'ordre public. Une approche aussi politique et économique. La souveraineté, c'est la monnaie. Effectivement, une des caractéristiques de l'État, c'est aussi le territoire, c'est aussi la monnaie. On voit aussi, ça donne aussi des pistes de réflexion sur tout le débat actuel sur des monnaies. Or, que ce soit les monnaies virtuelles, je dis bien les monnaies virtuelles, puisqu'il y en a plusieurs, que ce soit une monnaie qu'un GAFAM souhaite créer, par exemple, pour ne pas le nommer. Donc, l'enjeu aussi, c'est l'usage, la valorisation. Quelle valorisation ? Et est-ce que je maîtrise si je valorise ? Je pose vraiment des questions qui sont des questions, on va dire, sur le prisme de notre société. Donc, important. Un prisme aussi, on le voit aussi par rapport à l'usage, là-dessus, c'est le prisme aussi de la souveraineté. Est-ce que la souveraineté, si je maîtrise, est-ce que ce n'est pas aussi un prisme d'individualisme ? Alors, d'individualisme que je ne veux pas opposer à l'État, au collectif, mais d'individualisme par rapport aux usages. On me permet d'utiliser tel ou tel service. On me permet effectivement d'avoir accès à des contenus. Voilà. Alors, il faudrait voir quelles sont les conditions d'accès. Il faudrait voir effectivement beaucoup de choses. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, et là je reviens avec le besoin de l'État peut-être de protéger l'utilisateur ou le citoyen contre lui-même, est-ce que ça ne fait pas un pan avec la notion d'éducation, de sensibilisation, en disant s'il y a un champ de maîtrise de souveraineté d'un point de vue individuel, en disant j'ai accès à tel ou tel service, est-ce que ça ne serait pas intéressant ? Je pose la question vraiment d'un côté un peu provocateur. Ça a à faire le lien juridique à les conditions générales, avec effectivement le RGPD sur les collectes de données qui doivent être loyales, transparentes, voilà, sur des principes effectivement fondamentaux, que l'État, l'Europe ou une posture internationale sensibilise, alors acteurs privés, acteurs publics, sensibilise l'ensemble, on va dire, des citoyens. Et sensibilisation, ça voudrait dire aussi éducation sur les deux, par rapport aux risques, que ce soit des risques de détournement, alors ce soit d'usage abusif là-dessus, et surtout d'avoir une vigilance par rapport à nos valeurs démocratiques. Donc voilà en quelques mots voilà, un paysage un peu macro, mais on reste sur un fondement aussi démocratique. En tant que citoyen, je dois pouvoir, en tout cas, avoir les réflexes pour détecter, pour me donner la matière à penser en toute autonomie. Merci beaucoup. Merci Garance. Alors, on va revenir sur un certain nombre de points que vous avez évoqués. On pourrait en débattre. D'ailleurs, c'était un peu, nous, notre défi, c'était d'avoir seulement 45 minutes pour évoquer ce sujet où on pourrait en parler pendant de nombreuses heures, tellement il est à la fois vaste et passionnant. Paul-Olivier, il y a aussi un autre sujet, et c'est un peu le pendant de ce qu'évoquait à la fois Garance à l'instant et puis Mona tout au début, sur les enjeux éthiques. Les enjeux éthiques autour de cette souveraineté. Et là, encore une fois, on voit bien qu'il y a une notion de définition qui est absolument clé, parce que l'éthique en France, l'éthique en Europe, l'éthique en Chine n'a pas tout à fait la même définition. Alors, la problématique de l'éthique est un vaste sujet qui emplit la philosophie depuis quelques siècles, voire quelques dizaines de siècles. Donc je n'aurais pas, même si la prétention, et je ne relèverai pas la barre très haute que tu viens de me fixer. On va simplement repartir d'un certain nombre de choses simples. Éthique, ça vient du grec ethos, et qui est finalement le fait d'exister et d'être. Et en fait, l'éthique, c'est la manière dont on manifeste son existence. Et là, on retombe sur des choses qui ont été évoquées par Garance. On va faire un petit peu, je vais faire un peu le prétentieux. Tout a été dit par Locke et Hobbes, donc il suffit de les relire. Et j'arrête de parler. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir une opposition entre une vision de la société qui est centrée sur l'individu, la souveraineté de l'individu, notamment sur ses données à caractère personnel, qui est un des principes de base du RGPD. L'individu qui est souverain dans le cadre de son contrat et qui est une des bases de la réglementation et de la jurisprudence et du droit anglo-saxon.
Et puis, on a d'autres visions du monde où l'individu, c'est plutôt un emmerdeur. C'est éventuellement un seul petit bourgeois qu'il va falloir rééduquer. C'est ce qui s'est fait en Union soviétique il y a quelques décennies. C'est ce qui s'est fait en Chine il y a quelques décennies aussi. La différence, c'est que la Chine, c'est toujours le même parti communiste qui est au pouvoir. Finalement, il s'est civilisé, il a effectué un certain nombre de choses. Mais donc, pour ça, finalement, on arrive très vite à des choses qui sont relativement tangibles. On a des visions du monde, de la place de l'individu, qui ne sont pas les mêmes. Le parti communiste chinois se définit comme étant un parti d'avant-garde, où on éclaire les masses. Ce n'est pas exactement la même conception du rôle de l'individu souverain sur lui-même et qui doit effectivement... la notion de ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Je ne suis pas certain que pour un théoricien marxiste-léniniste, ce soit une pensée qui soit d'une très grande valeur. Et donc ça, c'est des choses que l'on commence à voir de manière un petit peu prégnante. Et ça se retrouve notamment sur les données et sur les données à caractère personnel. C'est-à-dire qu'on a le monde européen qui s'appuie sur le RGPD. Alors, le RGPD, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien parce que c'est très compliqué à lire, donc ça permet d'occuper et de soutenir des débats et des thèses et des antithèses. On pourra vous faire un numéro, si vous le souhaitez, avec Garance sur la lecture exactement inverse de deux phrases, d'une seule phrase du RGPD, sans être de très très mauvaise foi, enfin, un peu quand même. Mais donc, ça existe et ça pose, et ça c'est effectivement, je pense, c'est un événement majeur. C'est-à-dire que ça a posé une vision des données, des relations entre les individus et les données, qui est spécifiquement européenne et avec une capacité de projection juridique qui est non négligeable. Et donc je pense que c'est mal rédigé, c'est des compromis, c'est plein de trous, plein de défauts, mais ça existe et je pense que c'est une existence importante. Un monde anglo-saxon qui globalement a les mêmes référentiels culturels, mais qui est plus sur le contrat. Donc l'autonomie de l'individu va plus loin. C'est pas une autonomie qu'il faut protéger, on pourrait dire une souveraineté qu'il faut protéger, c'est une souveraineté qui s'exerce par la possibilité de signer ou de ne pas signer un contrat. Alors ensuite, est-ce qu'on est toujours dans une situation égale lorsqu'on signe un contrat ? C'est pas toujours vrai. Et puis, j'ai parlé de la Chine. Oui, on a des gens, une partie du monde qui ne voit pas comme nous, du moins comme moi, sur le rôle de l'individu, la nécessité de le protéger. Donc il y a la Chine, où là, la problématique, c'est plutôt d'assurer un contrôle. Alors, c'est pas aussi binaire que ça. C'est-à-dire que ce contrôle de la population se traduit aussi par des espaces de liberté. C'est-à-dire qu'il a été plus facile de sortir en boîte en Chine sur les 6 derniers mois qu'en France. Donc, mais parce qu'on ne place pas exactement la sphère privée-publique de la même façon. Et puis, on a la Russie. Alors, la Russie, c'est un petit peu différent. Mais globalement, il y a un goût pour le contrôle de la population et de savoir ce qui se passe. Et puis, éventuellement, de récupérer les opposants de différentes façons. Mais ça, c'est pour le Biélorusse. C'est-à-dire qu'il y a des avions qui passent, mais qui ensuite sont détournés par des gens qui n'ont aucune intention de les détourner, mais qui permettent de récupérer l'opposant en temps et en heure. Et puis, on n'en parle pas beaucoup, mais l'Iran aussi a des velléités un petit peu de contrôle de la population. La Corée du Nord, on n'en parle plus, mais c'est tellement beau que c'est même pas la peine d'en parler. Donc, en fait, on peut parler d'éthique. On ne va pas refaire des cours de philosophie parce que ce n'est pas l'objet. Si on considère que l'éthique, et dans toutes ses définitions, n'est qu'une manière de dériver à partir du fait mon comportement et la reproduction, enfin pas la production, la projection de ce que je suis, on a au minimum 2, voire 3 types d'éthique qui sont tout à fait légitimes, mais qui sont un petit peu en opposition. Ce qui rejoint un petit peu l'approche de Garance. Alors, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est qu'on parle de l'État. Et Garance a raison d'en parler. Si on parle de souveraineté, on parle d'abord de la souveraineté des États. Sauf que les États, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a un siècle, il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Et qu'est-ce qui a fait changer ces facteurs ? C'est finalement essentiellement des évolutions autour de l'économie, c'est-à-dire de la manière dont on produit de la richesse, au sens d'Adam Smith, de la valeur, ce qui permet de gérer les échanges entre les individus. Et là, on a, pour ceux qui ont lu Petite Poussette là, de Michel Serres, il faut se rappeler qu'on a eu une période à peu près équivalente à la nôtre, dans l'Antiquité grecque, où on a inventé la monnaie, des formes d'écriture, des transcriptions d'écriture qui permettaient de développer les échanges. Et c'est là qu'a commencé à apparaître une forme
un des rameaux de la pensée, de la pensée contemporaine, de l'économie contemporaine, et des choses qui vivent encore. Et là, on a aujourd'hui, mais c'est pas très nouveau, c'est effectivement ça 15-20 ans, autour de la data, de la capacité de traiter la data, des évolutions qui sont vraisemblablement de même ampleur. C'est-à-dire que le rôle de l'État est quelque part bousculé. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la République française, mais elle n'a pas forcément un poids très super. Quand j'ai eu mon premier iPhone, vous n'avez pas noté la marque, hein. Il y a eu des systèmes de notification. J'ai été vachement content d'apprendre, la première notification que j'ai eue, ça devait être une invalidation d'une loi climat ou de quelque chose comme ça, ou de bioéthique. Vachement important. Et puis 2 jours après, l'Apple Store est fermé. Qu'est-ce qui avait le plus d'importance à l'échelle de l'humanité? Est-ce que c'est la loi française ou est-ce que c'est la fermeture de l'App Store pendant 1 heure? Donc en fait, on a ce genre de choses qui se mettent en place, où on a des acteurs qui sont en train qui remettent en cause, qui sont des acteurs qui sont en mesure de parler avec une certaine forme d'égalité vis-à-vis des États. Et ce qui est très nouveau, c'est pas la première fois, parce qu'il y a eu la Standard Oil of California, qui étaient des situations de monopole. Il y a eu ATT il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 40 ou 50 ans. Compte tenu de mon âge, c'est récent. Hein. Et là, c'est des choses que les États ont pu régler. Pourquoi? Parce que le problème était que c'était des monopoles ou des quasi-monopoles territoriaux limités à l'État. Or, maintenant, les problématiques que l'on a avec les GAFAM, c'est qu'ils ne sont pas territorialisés. Donc, ils sont hors de portée du législateur. Et une des notions que l'on a qui évolue, c'est que la souveraineté de l'État, elle est liée au territoire. Il n'y a pas d'État sans territoire. Mais il y a des GAFAM et il y a des individus qui existent sans territoire et qui ont une part de souveraineté. Voilà. Merci beaucoup, Paul-Olivier. Je peux continuer encore. Oui, je n'en doute pas et j'ai une entière confiance en toi sur ce sujet comme sur d'autres. Peut-être, Mona, on peut évoquer, puisqu'on a évidemment un temps contraint, c'est toujours la problématique, et puis certains ont des avions aussi juste après. Mona, peut-être revenir sur des actions aujourd'hui qui sont mises en place. On parle d'open innovation, on parle d'open source, on parle d'open data. Je sais que sur les territoires que vous représentez, beaucoup de choses sont faites en ce sens. Est-ce qu'en quelques mots, on peut justement présenter ce qui est concrètement fait? Est-ce que pour vous, c'est une des solutions et quels sont à la fois d'un côté les avantages et puis aussi potentiellement les inconvénients ou les risques à maîtriser? Alors sur la partie Open Innovation, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille depuis 2016 à être on va accueillir les Jeux Olympiques 2024 et Paralympiques. On souhaite être une vitrine des savoir-faire made in France en matière d'innovation à l'international. Donc on a monté un consortium de plus de 70 industriels français avec des start-up, des universitaires, des représentations des associations où c'est un vaste programme d'open innovation. L'idée, c'était de libérer la créativité et de se dire comment on peut proposer des innovations qui ne sont présentes nulle part dans le monde et sur lesquelles on va pouvoir interpeller le législateur pour pouvoir faire évoluer justement les lois pour pouvoir permettre à cette innovation d'être protégée. Donc un des premiers aspects, c'est de se dire comment on peut armer nos innovateurs, nos pouvoirs publics, via le législateur, sans réinventer, enfin déjà, utiliser tout l'arsenal législatif qui existe. Et puis quand on est sur une innovation, je pense tout de suite à la transformation numérique du secteur du bâtiment, qui est un des secteurs les plus importants. On a interpellé sur des nouveaux procédés de matériaux et avec un impact sur la transformation numérique aussi des assurances. Je pense aussi à la donnée, effectivement, très très vite, parce que nous, on a identifié, comme je dis, très très vite que la donnée territoriale était un enjeu majeur pour les GAFAM et les BATX, et on veut protéger, on a un devoir de protéger la vie du citoyen, mais aussi la vie de nos acteurs économiques en termes d'attractivité territoriale. On a des vrais enjeux. On parlait tout à l'heure de territoire de confiance, où je pilote le groupe de travail de la filière sur la gouvernance et les modèles économiques associés à la gestion des données. Donc l'idée, c'est de travailler sur ces aspects-là en libérant l'innovation, la protégeant. La protéger, c'est compliqué parce qu'on a des lois qui sont américaines et qui viennent bousculer un petit peu les innovateurs made in France, parce que
on a des vrais sujets profonds. Et là, on ne peut s'appuyer, et je tiens à saluer aussi le travail remarquable que fait Thierry Breton à la Commission européenne. On a un avant Thierry Breton et un après, après l'arrivée de Thierry Breton. Donc l'idée, c'est aussi de travailler avec les innovateurs pour protéger leur innovation. Alors, il y a les brevets, mais pas que. Protéger nos données. S'assurer qu'elles nous appartiennent de la donnée brute à la donnée interprétée, parce qu'on a des viviers de création de nouveaux services, de nouveaux usages. Mettre l'éthique. Alors l'éthique, moi j'en ai un petit peu une version très personnelle. Moi, quand je suis arrivée en 2014, j'ai dit je veux une innovation numérique éthique, sociale, durable et résolument inclusive. Et éthique, c'est notre capacité à maîtriser effectivement tous les autres aspects. Donc, et puis, c'est quelque chose, c'est un caractère différenciant sur la place européenne qui fait que nous, acteurs du numérique et acteurs publics, on pourra innover et protéger nos innovations parce qu'on a un caractère différenciant sur le marché mondial qui reste quand même notre histoire, notre culture, mais aussi cette fameuse éthique et responsabilité. L'open source est un mouvement qui existe depuis un certain nombre d'années. Moi, quand j'étais étudiante, je faisais partie des premières qui prônaient cette idée de partage, parce qu'au-delà d'aspect numérique, on a quand même des valeurs de partage, et puis on a, je dirais, de l'intelligentsia qui est différente. On est dans des valeurs de partage. Nous, on reçoit sur nos territoires tous les ans l'Open Source Summit, qui est un secteur qui est en forte croissance, qu'on utilise, et ça va rebondir avec le GIP Maximilien. Le GIP Maximilien, c'est la première plateforme francilienne des marchés publics, la commande publique. Donc, j'en suis vice-présidente du numérique. Toutes les solutions qui sont mises en place et proposées via cette plateforme sont en open source. Elles répondent à des exigences de cybersécurité, vous n'en douterez pas. Et au-delà d'être la plateforme qui met à disposition les appels d'offres entre les acteurs des écosystèmes numériques et les acteurs publics, ça gère à la fois la transformation numérique du métier de l'acheteur, donc de forts enjeux aussi, parce qu'on le sait tous que la commande publique est un acteur majeur du programme France Relance, donc de la relance économique. Et on y met aussi de l'éthique dans le sens responsabilité des achats, en se disant on veut être plus responsable. Donc là, on a une volonté très stratégique de continuer à développer l'ensemble des services auprès des collectivités pour accompagner aussi la transformation numérique des collectivités. Et l'open source, c'est un secteur qui va créer des millions d'emplois. C'est un secteur qui a aussi... on n'a pas à rougir, hein, je le dis souvent, mais on n'a vraiment pas à rougir de nos savoir-faire made in France. Et c'est ce qui fait aussi notre ADN d'éthique, de responsabilité. Et dans la partie responsabilité, je terminerai mon propos sur la partie responsabilité numérique. Je ne cesse de le répéter, le numérique est une ambition humaine, l'innovation est une ambition humaine. Derrière des programmes, il y a des hommes et des femmes. Et ce qui fait notre caractère différenciant, c'est arrêtons de penser que nous avons créé une créature non maîtrisable, puisque nous en sommes les créateurs. Donc reprenons la maîtrise de ces sujets-là, donnons du sens à nos actes, donnons du sens à nos projets. Et ayons un optimisme certainement loin d'être naïf, mais reprenons ce contrôle-là et ayons, au-delà de la maîtrise de notre destin, donnons un dessin numérique à nos actions pour emmener, je dirais, alors moi je ne parle pas de Startup Nation, mais je parle de la capacité, et on a des exemples concrets, d'associations entre eux sur des projets à dimension européenne, d'acteurs économiques, de collectivités territoriales, de populations, d'associations autour de méthodologies classiques, d'open innovation, de design thinking, qui font de belles réussites, qui génèrent de la valeur. Et on a tout un dispositif qui est là. Je pense à BPI France aussi, qui travaille beaucoup sur les investissements de projets. Donc, et on a des cellules qui sont dédiées auprès des cabinets, notamment du Premier ministre, où on peut interpeller le législateur quand on a des difficultés pour accélérer la temporalité. Donc ça, je salue vraiment aussi le fait qu'on travaille sur accélérer les temporalités pour répondre au fameux time to market et faire en sorte de protéger nos acteurs de l'innovation. Voilà. Il y a peut-être une question aussi, Mona, que j'ai envie de vous poser, qui est quelque part cette volonté politique. Je pense que c'est un des points essentiels si on veut gagner les différentes batailles dans lesquelles on s'engage, non pas en termes d'opposition, mais les batailles autour de la donnée, etc., notamment, et de ces enjeux de souveraineté. Est-ce qu'il y a effectivement cette volonté, mais aussi cette responsabilité des acteurs politiques territoriaux, des élus que vous représentez, de faire les choix
aussi de faire des choix, c'est maîtriser quelque part, c'est prendre des responsabilités sur justement des entreprises, de favoriser du made in France. Alors favoriser bien sûr dans l'esprit des compétences et de l'efficience de ce qui est proposé, mais aussi s'engager à favoriser du made in France, du made in Europe. Quand nos données du Health Data Hub se retrouvent chez des Américains, quand les sujets de BPI France sur les prêts qui ont été accordés pendant donc la pandémie donc Covid-19 qui est loin d'être terminée. Mais ces prêts qui ont été garantis par l'État, les données sont aussi chez nos amis alliés américains. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi prendre ses responsabilités ? Alors moi, j'ai échangé avec le COMEX du CES et j'ai eu le plaisir d'échanger avec l'équivalent de notre secrétariat d'État au numérique américain. Et en fait, je pense que le politique français a la conscience et la fervente ambition et détermination de protéger les écosystèmes innovants. Pas par lassitude, mais parce qu'on a mis le temps qu'il fallait pour comprendre que reproduire un ensemble de services, que je disais tout à l'heure, un ensemble de services à la GAFAM ou à BATX, c'était pas là qu'il fallait qu'on aille. Donc il y a une volonté forte, en tout cas du politique, de protéger les données. Je pense qu'il y a aussi un besoin d'une prise de conscience, d'avoir une cohérence globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un double discours de dire oui, je veux protéger les données. Moi, à l'échelle du territoire, il est clair que j'ai discuté beaucoup autour de l'open data, de la gouvernance de l'open data, l'ouverture des données publiques et des données territoriales. On citait l'exemple, je le cite souvent, Michelin. Vous parlez avec les Américains, c'est clair, hein, les données leur appartiennent, c'est no way. Ils ne discutent pas. Si demain, ils font un partenariat avec une entreprise privée pour exploiter des données, quoi qu'il arrive, la donnée leur appartient. Donc, c'est clair, il n'y a pas vraiment de partage, en fin de compte. Et l'exemple de Michelin est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a de la donnée sensible qui est liée à son core business. Celle-ci ne la partage pas, c'est légitimé, enfin, c'est normal. Et puis il y a de la donnée qui dit je veux bien la partager parce que celle-là, ce n'est pas mon core business. Ben, le service public, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a de la donnée sur laquelle il faut qu'on ait un discours clair, net et précis et qu'on ne déroge pas. L'avis du citoyen est précieuse, la donnée citoyenne est précieuse. On connaît beaucoup de gens, beaucoup d'informations sur la donnée citoyenne. Donc il est hors de question de la partager. Par contre, sur de la donnée qui ne semblerait pas être stratégique, on a travaillé sur les mobilités, notamment sur l'impact sur l'empreinte écologique. On s'est aperçu que la donnée mobilité a été très difficile d'accès. On a travaillé avec les ministres en charge et on a pu libérer ces données-là et les rendre publiques. Mais vous voyez, il y a deux parties. Par contre, sur la partie, et vous allez parler de Gaia X, je pense, effectivement, il faut qu'on ait un discours qui soit cohérent et des actions qui correspondent au discours. On ne peut pas être, je dirais, avoir un double discours en se disant « je veux protéger mes données, mais je les fais héberger, surtout les données ». Covid, ça a été un révélateur, la crise épidémique. Covid, on s'est aperçu que les données de santé étaient primordiales et qu'il fallait travailler très très vite. D'ailleurs, des lois d'urgence qui ont évoqué le sujet. Effectivement, ça a été révélateur du danger que ça avait. Pareil, il faut faire l'effort et je pense que le monde politique aujourd'hui est plus qu'acculturé sur la partie prospective et vision. Ce qui fait que c'est un petit peu comme une partie d'échiquier avec les GAFAM et les BATX. Il faut penser les 2-3 coups après, voire plus. Et donc l'idée, c'est pas de se dire je vais vous faire héberger quelque chose et puis après l'impact que ça peut avoir, notamment sur le secteur des assurances, la banque. Vous savez que vos données médicales sont un peu partout. Donc non, il y a un vrai enjeu. En tout cas, la détermination politique, c'est de protéger les données des citoyens. À mon échelle territoriale et avec l'ensemble des collectivités avec lesquelles je travaille, c'est la volonté politique. Maintenant, on travaille aussi, par exemple, sur notre territoire, on accueille, et je terminerai sur la partie données pures, je dirais physiques, avec les data centers. On a travaillé avec un acteur étranger, d'ailleurs, européen, sur créer le plus grand data center européen à La Courneuve. L'idée, c'est un projet à 1 milliard d'euros et de pouvoir héberger l'ensemble des informations
au plus proche. Donc ça, on va partir sur des concepts de circuit court de la donnée, qui est encore quelque chose qui est en train d'arriver. Et l'idée, c'est de récupérer, donc c'est de récupérer toute l'énergie du data center, parce que ça aussi, c'est un grand débat, et l'impact écologique pour pouvoir alimenter en chaleur plus de 50 000 logements. Donc on travaille à ce type de choses. Je pense que la donnée, in fine, il faut qu'on en soit propriétaire, mais qu'on en soit propriétaire dans toutes les étapes de son cycle de vie, que ce soit de sa création à son hébergement et qu'elle soit interprétée ou pas. Merci. Oui. Juste un point sur Gaia X et ensuite on revient aux questions. Est-ce que sur Gaia X, justement, Mona l'a souligné, quel est votre avis sur ce projet qui avance au niveau européen avec les questions que ça peut susciter? Est-ce que c'est une solution qui peut être efficace ou est-ce que vous restez dubitatif? Bon, Paul-Olivier a répondu de par sa posture. Visiblement, il est dubitatif. Faut-il que je me défende? Je vais demander à Maître Mathias de plaider pour moi. Non, Gaia X, c'est intéressant, c'est un très joli mot, mais comme l'a dit quelqu'un, Gaïa est une déesse tout à fait ambivalente. Donc, je ne sais pas si ça a été interprété, si c'était connu par ceux qui ont choisi ce nom-là. Non, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes. On a du mal à voir quel est le périmètre exact de ce qu'il y a derrière. Je pense en revanche que je ne sais pas si c'est directement lié à Gaia X ou non, mais l'idée d'avoir une dissociation entre le code qui permet de faire l'exploitation d'infrastructures de cloud et le stockage des données peut être une manière très intéressante d'assurer la protection des données, notamment des données personnelles, mais aussi des autres données par rapport aux... Alors, pour les données à caractère personnel, oui, ça sera protégé par rapport à une réglementation américaine. Pour les autres données, ça le sera également, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des efforts... il faudrait faire une revue de code assez précise, si vous voulez me faire dire ce que... voilà. Peut-être, Garance, un mot sur Gaia X ou... Alors, un mot, alors, effectivement, ça, je vais partager ce que la je viens de dire. oui. Peut-être, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est... il y a le côté actif informationnel. On parle de données à caractère personnel, mais effectivement, il n'y a pas que ces éléments-là. Il y a effectivement des contenus, il y a les chiffres d'affaires, il y a d'autres données qui ont une valeur d'actif qui sont déterminantes pour une entreprise, quelle que soit la taille, ou pour une administration, quelle que soit la taille, effectivement, soit secteur public, secteur privé. Donc, il va y avoir tous les enjeux de classification des informations. Il y a des réglementations qui existent, notamment européennes, qui sont celles du secret des affaires. Donc là, ce sont des termes intéressants. Je dirais que c'est effectivement, il faut pas être naïf. Personne n'est naïf. Il faut effectivement attendre de voir avec une pointe de critique, puisque un juriste américain, un éminent juriste américain disait il y a plus d'une vingtaine d'années, code is law, au sens code informatique. Il s'appelle Lawrence Lessling, pour ceux effectivement, et c'est un article qui date de 1999, qui a été publié dans l'Harvard Law Business Review, qui est fondateur en disant attention, le code informatique fait partie effectivement est une licence, doit pouvoir s'appliquer et le respecter. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus avec l'IA, avec l'open source, avec tout ça et avec les projets, que le cadre, qui soit contractuel au sens écrit juridique, qui soit statutaire au sens quel projet on donne effectivement à telle forme de gouvernance, est de plus en plus important. Donc que ce soit effectivement, ça va être quelle gouvernance, quel statut, quel contrat, quel code au sens tant juridique qu'informatique. Quelles règles d'usage. Pour compléter un petit peu cette intervention... Juste une seconde, après on prend la question. Sur cette notion de code is law, c'était aussi une interprétation dans un contexte où Internet avait été développé dans une optique assez libertaire. Oui, assez libertaire. Oui. Assez libertaire et était protecteur des données au sens vision de l'éthique libertaire de la gestion des données. C'est plus nécessairement la même chose quand c'est piloté par le comité central du Parti communiste. Voilà. Bien sur l'éthique. Alors, vous aviez une question, monsieur? Excusez-moi. Je vous en prie. Effectivement, la force publique, on va parler, on va faire quelque chose. Mon constat, c'est effectivement la monnaie souveraine, c'est que les données appartiennent à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on n'avait pas déjà changé de souverain? Ensuite, si on parle déjà maintenant du parti médical, on dit bah oui, c'est bête, data off. Si je m'abuse, il y a quand même l'assurance maladie qui a data center, qui a déjà la donnée médicale, qui est capable de gérer la donnée.
pourquoi on est parti chez les Américains. Donc, entre la vision de quelqu'un et les actes, Oui. vu le décalage, on ne change pas d'équipe qui gagne. Le prochain projet sera exactement identique à la réflexion et à la réaction d'aujourd'hui. Donc, personnellement, je ne vois vraiment pas une inflexion de qui que ce soit dans notre façon de faire, qui est de parler, de ne toujours pas avoir de loi, de laisser nos données à un souverain, la monnaie à un autre, et le code traduit la donnée. Une base de données tout seul sans code, ça veut zéro. Et c'est le code qui va en donner la puissance. Et le code, s'il est propriétaire, c'est plus la donnée. Donc moi, je m'interroge sur le fait de dire, on a déjà des acteurs, pourquoi on ne les utilise pas? Alors, élément de réponse, c'est pris en compte au plus haut niveau de l'État. Le cabinet du Premier ministre a lancé une mission sur ce sujet-là, en tout cas sur la partie données territoriales. Données territoriales, hein, pas de... Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de se dire la donnée fait partie et l'élément atomique des sujets de souveraineté numérique. Donc à partir de là, on a un éveil de conscience et effectivement, il faut qu'on aille plus vite avec les législateurs, pour en connaître quelques-uns, pour justement arrêter d'avoir ce type de situation et garantir en tout cas aux acteurs des écosystèmes et garantir aux citoyens la protection de leurs données personnelles. Après, il y a le vrai sujet de la souveraineté, on n'en a pas parlé, mais la blockchain, par exemple, quand vous discutez avec ceux qui ont créé et qui ont conçu ces systèmes, il y a des problèmes, c'est ce que vous évoquez avec le fait, quand vous citiez un parti. Les libertariens, c'est aussi une aspiration libertarienne. On a des vrais sujets de tiers de confiance, de suppression de ne plus avoir besoin de tiers de confiance. Et donc, du coup, ça a un impact énorme dans la gouvernance étatique. Parce qu'on enlève, par exemple, on prend Singapour, qui est une place financière. On n'a plus besoin de tiers de confiance pour faire des transactions financières. Ça pose des problèmes. Et puis, je vous laisse imaginer combien d'autres domaines et secteurs peuvent être impliqués. Donc oui, on travaille sur le fait de pouvoir travailler avec des acteurs made in Europe, je dirais, mais ça prend du temps. Je vous donne l'exemple du data center qu'on est en train de créer. C'est un projet, sincèrement, c'est un projet qui va durer quelques années avant de... On a posé la première pierre en début d'année. Les cartes vitales sont largement suffisantes pour identifier l'individu. J'ai écrit un article sur le blog là-dessus. Entièrement d'accord. Peut-être, je suis entièrement... ouais, peut-être un petit point de complément pour aller dans votre sens. Effectivement, on dit le législateur ne légifère pas. Mais il y a deux types de droits, pour prendre des termes anglo-saxons. Il y a tout ce qui est hard law, donc c'est le texte dur. Les textes existent, il y a déjà des textes qui sont là. Enfin, on en a évoqué certains là dans le cadre de nos échanges et on pourrait compléter, y compris dans le cadre de la propriété intellectuelle, y compris dans le cadre du droit des affaires par rapport au pacte d'actionnaires. Donc oui, je quitte le monde de la protection des données très facilement. Effectivement, mais il y a aussi ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire c'est la gouvernance des entreprises. Pourquoi une entreprise va prendre la décision de confier ses données à l'acteur A et non pas à l'acteur B? C'est pas juridique, ça. Ça, c'est pas juridique. Ça va être économique, ça va être technologique, ça va être... Effectivement, il va y avoir un aspect juridique, mais la décision, le côté décisionnel, comme disent les anglo-saxons, c'est tone of the top. Donc, c'est effectivement, qu'est-ce qui va faire que nos COMEX, qu'est-ce qui va faire, effectivement, vont choisir peut-être une offre un peu plus chère, peut-être un peu plus, voilà, plus. Là-dessus, je quitte le droit pour ouvrir d'autres champs que peut-être un marqueur purement économique. Ça, cette soft law, elle devrait être mise en place, elle commence à être mise en place dans toutes les entreprises ou administrations, mais là, quelle que soit la taille, je ne suis pas sur les groupes, que ce soit dans des codes, effectivement, c'est imposé à des tailles sur des entreprises qui ont un certain nombre de salariés. Ça va être imposé de mettre en place, et c'est déjà imposé de mettre en place ces soft law, mais cette soft law s'applique à tous les acteurs. C'est-à-dire quelle est la gouvernance écrite, parce que ce n'est pas que des principes directeurs, gouvernance écrite que je vais afficher envers mes clients, mes fournisseurs, ma chaîne de fournisseurs, c'est-à-dire comment je contrôle aussi ma chaîne de fournisseurs, parce qu'il n'y a pas qu'une question de territorialité, c'est pourquoi aussi je fais appel à tel ou tel pays pour ma matière première. Enfin, j'élargis aussi le débat, parce que la souveraineté numérique, c'est aussi de la dépendance technologique, voilà, avec des enjeux RSE, des enjeux autres, en disant qu'est-ce que je veux. Et ça, il y a la hard law, les codes.
le Parlement et effectivement des textes sont à modifier et il y a une inflation législative dans ce domaine depuis quelques années, mais surtout aussi un instrument qui est adapté par rapport à chaque entreprise, chaque groupe ou autre, parce que c'est par rapport à ma gouvernance, c'est la soft law. Quel code qui va pouvoir s'impliquer et qui va pouvoir aussi être communiqué en cas de contentieux judiciaire. Ce n'est pas que des déclarations de bonnes intentions. Alors, on a 2 questions. Je vous demanderai juste d'être synthétique et dans les questions et dans les réponses, parce que nous avons la gardienne du temps, Florence, qui va pas tarder à arriver pour nous expliquer que nous sommes en retard. Alors, Hervé, et ensuite, on passe... oui. Je vais rebondir sur ce qui a été dit. Alors, je ne vais pas revenir sur la notion de souveraineté étatique, de souveraineté d'entreprise et autres, mais plutôt en tant que citoyen, en tant qu'élu local, acteur territorial et du privé. J'ai une vraie question, c'est comment aider les PME, les PMI, les collectivités et autres acteurs qui en fait sont la majorité des producteurs d'avenir aujourd'hui et qui n'ont ni le temps ni l'expertise pour faire l'analyse du marché, la connaissance de tous les aspects techniques qui ont été évoqués, sont tout à fait vrais, mais eux, ils ont un besoin à satisfaire. Ils ont des coûts à maîtriser, ils maîtrisent rien du numérique là-dessus, et ils vont vers le plus offrant qui répond à leurs besoins, y compris les collectivités, et se retrouvent avec des données qui sont éparpillées, et ils n'en ont pas de conscience. Et ce n'est pas qu'un problème de souveraineté nationale. Dans la conscience du numérique qui renvoie à un problème de gouvernance et d'éducation, si on prend le cas de OVH à Strasbourg, on est bien sur du cloud souverain pour le coup, sauf que certains ne savaient pas dire le contraire, ils n'ont pas pris l'option de sauvegarde, etc. Et se retrouvent à avoir perdu leur activité, certains de leur entreprise, par méconnaissance du numérique, parce qu'ils n'ont ni l'expertise, ni le temps, et ils n'ont pas eu l'éducation. Quelle réponse on peut leur apporter? Est-ce que ce n'est pas un problème purement politique, de problèmes d'État avec les US, etc. Non, mais sur du concret. Faut être très pragmatique, oui. Pragmatique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a la plus grande association de TPE-PME sur notre territoire, qu'on a mené avec eux ce qu'on appelle la DGE, qui est la transition numérique en fait des TPE et des PME, et on les accompagne avec des cycles de formation, des cycles d'accompagnement. En spécifique, on a appris beaucoup de cette crise Covid en fait là-dessus parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait on l'a identifié encore depuis plusieurs années, la transformation numérique des TPE-PME, et ça va jusqu'à la commande publique avec le GIP Maximilien. On a tout un tas de séances de formation pour qu'ils puissent accéder à des marchés publics, etc. Parce que je dirais la majorité ont beaucoup de mal en TPE-PME. Donc c'est des... Voilà, donc on est obligé d'accompagner. Alors là-dessus, on s'appuie sur les CCI, les associations, les directions générales des entreprises. Et ça fonctionne. En tout cas, moi, le retour que j'en ai, c'est que ça fonctionne et que ce que j'ai appris de cette crise Covid, c'est la capacité des acteurs économiques TPE, PME à être acteurs de leur propre transformation et d'être dans une dynamique plutôt d'entraide, de solidarité et de trouver... Nous, bien sûr, force publique, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour les accompagner. Mais voilà, donc il y a des dispositifs qui existent et il faut absolument les utiliser. Il manque le long terme, parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas leurs données personnelles des gens enfants. Donc comment on peut leur demander de maîtriser les données de leur entreprise plus tard, sauf à faire du palliatif et les corriger en les formant. Mais ça, c'est encore pour ceux qui sont volontaires, les 8% qui s'engagent là-dedans. Et ils n'ont déjà pas d'éducation à la maîtrise de leurs propres données dès le plus jeune âge. Après, c'est trop tard. On va prendre juste, Non, la question de Gilles, s'il vous plaît. Il y a les grands groupes veulent travailler avec les grands, ils veulent travailler avec les leaders. Et en fait, c'est fou parce qu'on a un pays qui a des très grands groupes, qui sont leaders, et qui ont du mal finalement à embarquer les innovateurs, et qui ne sont pas les moteurs en fait de cette souveraineté dont on parle, qui sont aussi technologiques, parce que c'est pas des grands acteurs technologiques. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet culturel sur les grands dirigeants, Mais oui. sur le retour au protectionnisme, au sens la décision culturelle de dire je vais aider mon écosystème, et même s'il est français. Je pense que vous avez raison. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que l'impulsion vient d'en haut. Vraiment. Effectivement. Mais vient d'en haut, que ce soit en haut une gouvernance d'entreprise, en haut l'État, pour rejoindre effectivement les problématiques quotidiennes
que ce soit d'une mairie qui est complètement, une mairie d'une taille moyenne, là-dessus est complètement désarmée face à l'ensemble des réglementations qu'elle doit affronter, parce que là on parle peut-être de données à caractère personnel, mais c'est rien dans tout ce que doit gérer, on va dire, une mairie avec très peu de moyens humains, économiques et un temps très compté. Donc effectivement, cette impulsion, ce changement de culture, cette confiance doit automatiquement venir d'en haut. Alors, le top management devrait être sensibilisé, devrait effectivement comprendre les risques. Maintenant, on va dire, à la suite de la multiplication des attaques, des cyberattaques, il y a une prise de conscience sur la cybersécurité. Mais ça fait des années, et les événements, on va dire, comme Exposium, DG Consultant, en prouvent vraiment la réalité, qu'il y avait, on va dire, cette réflexion et cette nécessité. La crise a été Covid-19, a été un accélérateur sur beaucoup de choses, effectivement. Pour l'enjeu PME, ETI là-dessus, sachant que l'économie française repose sur ces acteurs. Voilà. Il faudrait, mais là, pour le coup, est-ce que c'est du politique, est-ce que c'est pas un mélange avec tous les maillons, parce qu'il y a quand même énormément de maillons qui sont mis en place, et peut-être une connaissance de ces rouages, parce qu'effectivement, les rouages sont souvent complexes, sont souvent multiples. Alors, est-ce que c'est une simplification ou autre? Je ne sais pas. On n'aura pas le temps, effectivement, d'en débattre aujourd'hui. Si on ferme la porte et que Florence est restée maintenue dehors, on pourra. Voilà. Mais l'enjeu clé est effectivement de savoir comment on en donne accès à ces informations qui existent, à ces, on va dire, modalités d'accompagnement qui existent, à un dirigeant qui est débordé. Parce que l'objectif du dirigeant, c'est que sa société fonctionne et de protéger, on va dire, ses salariés par rapport aux risques santé-sécurité. Donc, c'est ça. Le premier n'est pas de... Et après, il y a comment je mets ça en place. Donc, c'est l'accessibilité de l'information, la sécurité, effectivement, de la donnée, une sensibilisation de ses actifs. Je ne suis pas que... aussi. Donc, il y a tous ces enjeux. Et je crois que c'est un défi pour nous tous en tant que professionnels et experts. Merci beaucoup, Garance. Alors effectivement, c'est un sujet très vaste. On ne pourra pas aller plus loin aujourd'hui. En revanche, c'est quand même un sujet qu'on continuera à développer dans un autre événement comme Exposium. Et ce sera le 21 octobre. Donc, je vous donne rendez-vous dans vos agendas sur les enjeux de souveraineté numérique nationale et européenne avec un panel européen très important qui sera réuni sur Paris sur toute une journée. Donc là, on aura un peu plus de temps pour débattre de ces sujets. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci. On peut rester un petit peu. Merci. Merci. Je vous en prie, monsieur. Si tu veux,